Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi soir avec une actualité sportive très dense en principauté en cette fin du mois de mai. Avec tout d'abord la Roca Team en Final Four de basket qui n'aura tenu qu'une mi-temps malheureusement, comptant même 12 points d'avance avant de s'écrouler en deuxième période face à l'Olympiakos Le Pirée au stade des demi-finales. Une défaite très nette, 76-62, 14 points de différence. Maintenant, il va falloir retrouver du côté de la Roca Team ses esprits et la motivation pour décrocher une troisième place dimanche après-midi en Lituanie. Basket, natation, tennis, football, Grand Prix de Formule 1, les Jeux des petits États à venir, autant d'événements à suivre sur Monaco Info avec nos experts sur tous ces univers, comme au plus près du bassin olympique du Stade Louis II qui accueille ce week-end les meilleurs nageurs du monde à l'occasion du 40e anniversaire du meeting monégasque. Nous serons dans un instant en duplex avec la présidente de l'AS Monaco Natation, Madame Yvette Lambin-Berti. Les finales en direct samedi et dimanche à 17h sont à suivre sur notre antenne avec notre consultant Olivier Nicolas et Frédéric Elion. Frédéric qui vous propose chaque soir de découvrir un portrait de nos athlètes qualifiés pour les Jeux des petits États européens qui débutent dans 8 jours maintenant à Malte. Ce soir, on va parler basket, nouvelle génération, avec un éclairage sur la discipline du 3-3. La Monte Carlo Fashion Week et les premiers défilés qui se sont déroulés hier soir. Et avec le directeur des affaires maritimes, Armel Roudot-Lafont, nous évoquerons le grand départ de la saison sur les flots et la grande affluence attendue comme chaque année dès la semaine prochaine à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Et avec le Final Four de basket, parmi les grands rendez-vous sportifs du moment, samedi et dimanche, donc le meeting international de natation, le Mare Nostrum qui retrouve un de ses bassins préférés, celui du Stade Louis II. Et avec nous ce soir, Madame Yvette Lambin-Berti, vice-présidente de la Fédération monégasque. Bonsoir Madame. Oui, bonsoir. Meeting d'importance comme chaque année à Monte-Carlo, c'est samedi et dimanche. On a l'habitude, c'est presque une tradition depuis de nombreuses années. Et justement, ça fait 40 ans que ça dure. En effet, oui. Ça fait 40 ans et j'avoue que lorsqu'on arrive sur des anniversaires de dizaines, on est bien obligé de se rendre compte que le temps passe, mais en fait, il passe très vite. Et je ne sais pas si au tout début, quand on a commencé le premier meeting à la piscine du port, on imaginait ou on pouvait imaginer que 40 ans après, on serait encore à organiser cet événement. On est là, on adore évidemment, c'est Mare Nostrum, on ne va pas rappeler la traduction, mais tout de même, c'est notre mer Méditerranée, on ne l'oublie pas. Hein. Ah oui, bien sûr. Oui, mais le Mare Nostrum est venu un peu plus tard, en 1994, lorsque on s'est associé avec Canet et Barcelone. Voilà, et ça continue. Voilà. Et ça continue ce triptyque magique, de toute façon, qui sert à plutôt une préparation à la base, quand même avant des années par exemple olympiques comme l'an prochain. Oui, mais il a sa place maintenant dans le calendrier international, c'est ça qui est extraordinaire, pour diverses raisons. D'abord parce qu'il se situe, comme vous venez de l'indiquer, suivant les années, à un moment crucial pour les athlètes. Là, il y aura cet été les championnats du monde. Et d'autre part, il est aussi qualificatif, aussi bien pour les championnats du monde que pour les Jeux olympiques de 2024. Avec à chaque fois un plateau d'exception, hein. On le sait, les athlètes du monde entier adorent venir à Monaco. Oui, alors là, cette année, nous avons 300 nageurs, dont 50 médaillés olympiques, médaillés des championnats du monde et oui, médaillés des Jeux, des championnats d'Europe. Parfois, pour certains, plusieurs fois médaillés olympiques. Bien sûr, l'image d'un Florent Manodou, par exemple, sur 50 mètres, qui s'est illustré au début du Mare Nostrum. Oui, mais il y a eu Matt Biondi, il y a eu, et puis sans oublier Popov. Qui nous avait donné le premier record du monde. Alors justement, c'est quelque chose de très important. On va peut-être avec vous ouvrir à nouveau l'armoire aux souvenirs. Vous avez parlé du meeting qui se déroulait sur le port de Monaco, mais vivre un record du monde dans une piscine, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, alors voilà, la première fois, c'est vraiment ce moment-là. On organise un événement, mais on est tous des bénévoles. Vous voyez, on aimait la natation, on l'a fait sérieusement pour pouvoir satisfaire vraiment les athlètes et surtout les respecter. Mais lorsque d'un coup, on a un record du monde, on a l'impression que c'est irréel et puis après on mesure que c'est une récompense extraordinaire. Extraordinaire, avec une petite plaque qui reste depuis longtemps sous le plot. Oui, alors oui, on a eu cette idée parce qu'effectivement, ça nous avait tellement marqué
que l'on s'est dit, en fait, il faut laisser une trace de ce record. Et on a mis une plaque à l'arrière du plot sur la ligne d'eau où le record avait été battu. Et on voulait surtout que ça puisse profiter aux jeunes nageurs du club, aux scolaires qui viennent aussi dans la piscine, comme au public. Voilà. Et donc je pense qu'on doit se sentir mieux quand on nage dans une ligne où il y a eu un record du monde. On va un peu plus vite, c'est vrai, au niveau de la surface. Enfin, c'est ce qu'on croit. Mais vous l'avez dit, satisfaction du public, des bénévoles et nous aussi les commentateurs à ce moment-là, parce que c'est un moment unique de commenter un record du monde. Et oui, bien sûr. Bien sûr, on espère en voir d'autres de records, bien sûr, notamment pour nos Monégasques qui préparent en plus les Jeux des petits États en ce moment. Oui, en effet. Nous sommes aussi à la veille du départ, donc c'est la semaine prochaine, pour les Jeux de Malte. Dans l'histoire des Jeux, la natation a souvent ramené beaucoup de médailles et on espère que ça puisse continuer. En tous les cas, on a de bons éléments. Mais je pense que tous les autres sports seront pris un peu de cette émulation parce que je voulais dire, les Jeux des petits États d'Europe, c'est vraiment un déplacement d'une vraie équipe nationale. Et dans cette équipe, il y a une solidarité, on se soutient. Dès la première médaille, bien, je crois que ça stimule un peu tous les autres. Et dans toutes les disciplines, ils ont envie de faire cette performance, de monter sur le podium et de représenter Monaco, même s'ils ne sont pas monégasques. Et raison de plus, puisque ce sont des jeunes qui vivent ici, qui viennent à l'école, qui vont dans les clubs. Et c'est ça notre vraie réalité sportive. On entend votre passion, bien sûr, à travers les ondes ce soir sur Monaco Info. Vous, la secrétaire générale du Comité national olympique monégasque. J'aimerais pour conclure, qu'on ait une pensée pour deux personnes importantes à Monaco qui adorent la natation par-dessus tout. C'est le prince souverain et son épouse, bien sûr. Rien n'aurait pu se faire sans eux, le prince, parce qu'il est à l'origine, et puis la princesse, qui est venue une première fois ici à Monaco pour ce meeting. C'est ça. Où elle avait remporté une médaille en dos. Et ça marque l'histoire, évidemment, de la principauté de Monaco. Mais oui, ça marque. Avec ce Mare Nostrum, et les 40 ans du meeting, bien sûr. C'était bon de rappeler qu'on avait commencé à l'extérieur pour se retrouver maintenant à l'intérieur du stade Louis II dans ce bassin nautique. Oui, parce que c'est un peu ce qui nous a amené à aller de l'avant pendant tout ce temps. Et à l'époque, on avait un binôme. J'avais un binôme avec M. Canavesio, qui était un enseignant d'éducation physique, mais qui s'était totalement investi aussi au club. Et on s'était dit, on savait le beau projet qu'il allait y avoir pour une piscine olympique dans le stade. Et on pensait qu'effectivement, il fallait anticiper pour être prêt. On ne peut pas rentrer dans un bâtiment pareil sans une certaine expérience de l'organisation d'un événement. Et donc on s'était dit, on va le faire à la piscine du port. Ce qui d'ailleurs avait ravi tous les participants de l'époque, parce que c'est un site magique. On nage au milieu du port, au milieu des bateaux, enfin c'est incroyable. Voilà, c'est belles images. Oui. C'est vrai. On vous souhaite une très belle réussite pour ce week-end. On va le vivre bien sûr tous ensemble sur Monaco Info. Les finales en direct, 17h jusqu'à 19h en gros, samedi et dimanche, avec Olivier Nicolas, notre consultant, et Frédéric Elion, notre journaliste, évidemment spécialiste de la natation. Il pratique toutes les disciplines. Il est capable de faire un 4-nage, je vous rassure. Et Madame Yvette Lamberti, on va espérer qu'il y ait beaucoup de public pour soutenir les athlètes, notamment les monégasques, pourquoi pas dans les belles performances. Mais je l'espère, et merci beaucoup. Les Jeux des petits États européens, dans la tête de nos nageurs et nageuses monégasques. On en parlait déjà hier soir avec Frédéric Elion, qui, avant la compétition à Malte, du 28 mai au 3 juin, vous présente chaque soir toutes les disciplines invitées à défendre nos couleurs. Après donc la natation, place aujourd'hui au basket et une toute nouvelle discipline olympique, depuis peu de temps maintenant, mise en place, c'est le 3-3. Le basket monégasque brille cette année avec la Roca Team lancée dans une saison historique. À Malte, le basket 3-3 fera son apparition pour la première fois aux Jeux des petits États d'Europe avec une équipe masculine monégasque composée de joueurs espoirs et de membres de l'équipe senior qui évolue en N3. On a fait la meilleure équipe possible et on y va avec un objectif précis, c'est d'être médaillable. On a déjà commencé il y a 3 semaines déjà les entraînements, donc les gars les espoirs se font les entraînements 5-5 en espoir, plus le soir je les reprends pour le 3-3, à raison de 2 à 3 entraînements par semaine. Et les seniors c'est pareil, eux ils sont 2 entraînements dans la semaine avec leur équipe, plus 2-3 fois avec le 3-3. Et on avance comme ça, on a l'avantage aussi d'avoir des joueurs qui ont beaucoup pratiqué le 3-3. Donc on prend les conseils un peu de droite et de gauche pour faire le meilleur travail possible.
Champion du monde U18 de 3-3, Loïc Noudog-Bessy sera du voyage, tout comme son coéquipier en espoir, Mathis Moncada. Ils seront accompagnés par Hugo Woulfort et Paul Giré, qui évoluent en N3. On ne connaît pas du tout le niveau des autres équipes, on ne sait pas du tout comment ils ont composé leurs équipes, est-ce que c'est comme nous une partie de seniors, une partie de jeunes ou pas du tout. Donc nous on se prépare de notre côté, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire et ouais bien sûr l'objectif c'est médaille, hein. on va faire de notre mieux mais c'est l'objectif, la médaille. Monaco œuvre depuis des années pour la promotion du 3-3, une médaille à Malte serait une belle récompense pour tout le travail effectué. Et en tennis, à Rome, après l'Open d'Australie, Hugo Nys porte à nouveau au plus haut les couleurs du tennis monégasque avec son compère polonais Jan Zielinski. Ils se sont qualifiés cet après-midi pour la finale du double du tournoi italien après un succès en 2 manches sur la paire Zeballos-Granollers 6-3, 7-5. Basket, natation, Formule 1, l'actualité sportive, je vous le disais, bat son plein en principauté. Et c'est avec l'arrivée du grand show de la Formule 1 la semaine prochaine que l'activité maritime, elle, s'accélère en vue de surcroît des beaux jours à venir. Une affluence qui ne va cesser de grandir d'ici le vrai début de l'été sur notre calendrier. L'occasion de faire le point ce soir sur ce secteur d'importance avec Armel Roudot-Lafont, directeur des affaires maritimes. Entretien signé Fabien Bonilla. Bonsoir. Nous voulions nous entretenir avec vous parce que les beaux jours sont là. Enfin, quand je dis beaux jours, même s'il fait gris en ce moment, on est au printemps en tout cas. Et les sorties en bateau sont de plus en plus fréquentes. Une piqûre de rappel, la mer est dangereuse? Alors, la mer est dangereuse. La mer est un lieu de loisirs nautiques, de plaisir, mais elle peut être dangereuse. Donc, comme nous souhaitons qu'elle reste une zone de plaisir, nous intervenons pour encadrer les navigateurs et les bateaux de plaisance. Quels conseils vous pouvez nous donner si on prend la mer en bateau, là par exemple? Alors le premier conseil, c'est de prendre la météo avant tout départ et de vérifier aussi l'état de son bateau, l'état de son carburant, l'état de son bateau, ses gilets de sauvetage. Ce sont les premiers conseils de base. Quels ont été les types d'interventions du coup? En général, c'est toujours des pannes moteurs pour les voiliers, un grand classique, ou des personnes qui ont été un peu trop vite et qu'il faut calmer, ou des bateaux qui sont rentrés dans la réserve, alors même que la navigation est interdite. Et quelles sont les missions et le rôle des affaires maritimes, très concrètement ? D'abord de faire de la prévention, c'est-à-dire qu'on va au contact des bateaux sur le plan d'eau pour les informer de la réglementation, des zones de mouillage, des zones de navigation, pour leur donner tout conseil utile sur la réglementation environnementale, la gestion de ces eaux usées en mer. Enfin, donc on a un grand volet de communication et de prévention des risques. Et ensuite, on a un volet aussi en complément de la police maritime lorsqu'il y a une infraction, qu'un bateau pénètre, si on va dire, dans la réserve ou s'il y a un excès de vitesse. Ça, c'est notre première mission. Après, on a une mission aussi d'assistance, mais là, si on constate qu'il y a un bateau en difficulté, nous appelons nos collègues de la division de la police maritime et aéroportière qui sont compétents dans ce domaine-là. On a un rôle aussi en période estivale d'accompagnement de la direction de l'environnement pour les prélèvements pour la qualité de l'eau. On a un rôle majeur aussi en préparation de la saison estivale pour le larvoto, la mise en place des radeaux, la mise en place du filet anti-méduse, l'ensemble du balisage de la principauté, chenaux, zone d'interdiction périodique. Donc on a une grande phase de préparation à l'année balnéaire, à la saison balnéaire. Et puis bien sûr, il y a le Grand Prix qui approche là. C'est une période où j'imagine vous êtes particulièrement sollicité. Alors c'est une période où on est très sollicité déjà en amont, c'est-à-dire les 2 semaines avant le Grand Prix. Là, c'est un peu l'effervescence. Et après, pendant le Grand Prix. Pendant le Grand Prix, on a 2 moyens nautiques à la mer durant les 3 jours. Il y en a un qui est mis à la disposition des carabiniers pour les éventuelles évacuations par la mer, puisque vous savez que pendant le circuit, c'est un peu compliqué. Et le deuxième moyen nautique, c'est un moyen nautique qui va à la rencontre des usagers de la mer pour leur donner notamment des dépliants,
qui les informe à la fois de la réglementation maritime en principauté et des bons conseils pratiques pour toute activité de plaisance dans la principauté et aussi pour tous les éléments environnementaux dans les eaux adjacentes, c'est-à-dire dans les eaux françaises. Nous avons des accords avec la préfecture des Alpes-Maritimes pour diffuser aussi de la bonne information en matière de protection environnementale pour la Méditerranée proche. Et aussi, on a un rôle majeur parce que pendant le Grand Prix, la difficulté, c'est qu'il y a énormément de monde sur l'eau et tous usages. Vous avez des navires de plaisance classiques, vous avez des jet skis, vous avez de nombreux gros bateaux qui sont au port et vous avez leurs annexes qui doivent amener les clients à droite, à gauche. Et en même temps, eh bien, vous êtes en pleine saison de croisière. Alors, comme les navires de croisière ne peuvent pas rentrer dans le port puisqu'il est utilisé à destination des grands navires qui viennent pour le Grand Prix, nous avons jusqu'à 6 navires de croisière en mer. Alors là, nous avons travaillé avec les agents maritimes pour donner des positions de mouillage à ces bateaux, pour que ces bateaux puissent rentrer dans notre eau. Vous savez qu'on a des eaux qui sont sur 4 km de largeur et 83 km de long. Donc, tous ces bateaux veulent être au plus près des ports, donc il faut qu'on puisse arriver à les faire rentrer en toute sécurité. Donc on a travaillé sur les positions de mouillage et pendant le Grand Prix, on va aller vérifier, notamment la veille, que les places sont libres pour que les bateaux puissent venir et se mettre à leur place et après effectuent tout leur temps à Monaco, la journée en général et le transport par les navettes depuis le bord jusqu'au port en toute sécurité. Donc nous, on intervient vraiment pendant le Grand Prix à l'extérieur du port. C'est là où est notre rôle majeur. À l'intérieur du port, c'est la SEPM qui intervient et nous n'apportons notre concours qu'au moment des points chauds. C'est-à-dire si la SEPM sent qu'elle est susceptible d'être débordée ou qu'il y a un problème particulier, on est à sa disposition. Notamment en renfort au moment de la fin du Grand Prix le dimanche, quand tous les bateaux veulent partir en même temps. Donc là, on vient et on aide à temporiser, faire un petit peu de police du plan d'eau. Sinon, c'est la SEPM qui est dans son rôle de gestion du plan d'eau en tant qu'exploitant des ports. Et en règle générale, tout se passe bien ? Alors, en règle générale, nous faisons tout pour que tout se passe bien. Parce que nous sommes présents avec des moyens nautiques. La division de la police maritime et aéroportuaire est présente avec ses moyens nautiques. Et la SEPM aussi. Donc, ça fait quand même aussi beaucoup de moyens de l'État ou associés pour temporiser. Donc, on fait tout pour que ça se passe bien. Mais de temps en temps, il faut, si ce n'est élever la voix, il faut être plus directif, notamment pour éviter qu'il y ait des problématiques sur le plan environnement marin, puisque éviter des pollutions, que ce soit dans les eaux en général ou dans la réserve, c'est vraiment notre objectif majeur. C'est la sécurité des personnes et la lutte contre toute pollution de l'environnement marin pendant cette période. Armelle Roudot-Lafont, vous l'avez dit, un rappel, il y a des règles, des précautions avant par exemple de prendre la mer, comme les plus importantes, vérifier son matériel et prendre connaissance de la météo. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Vous les avez peut-être croisés ces derniers jours en principauté sur leur moto. Les carabiniers du Prince ont sillonné Monaco en long et en large. Mais que faisaient-ils exactement ? Ils participaient à des exercices à l'occasion d'une grande période de formation. Christine Datomel vous en dit plus ce soir dans ce reportage en compagnie d'Alexandra Marangoni pour les images. 8 carabiniers, dont 3 jeunes recrues, viennent de participer à une formation initiale moto. Une formation axée sur la maniabilité de la moto afin que les carabiniers se sentent à l'aise en toutes circonstances sur leur engin. De nouvelles motos étant arrivées à la caserne il y a tout juste un mois. Une formation qui a duré 4 jours et qui a été prodiguée par les carabiniers motards aguerris de la caserne, ceux qui ont déjà suivi des stages à Fontainebleau avec la gendarmerie. Cette formation, elle apportera de la rigueur, du prestige, parce que nous sommes essentiellement sur un travail de fond sur tout ce qui est escorte de protocole, escorte pendant le Grand Prix, et ça demande énormément de rigueur, surtout sur l'escorte de protocole, et de la sécurité sur les escortes de Grand Prix, parce que comme vous le savez, la période du Grand Prix, c'est quelque chose de très chargé. Et lorsque nous avons des évacuations ou des escortes VIP, il faut être vraiment aguerri sur une moto au milieu du public et des touristes qui circulent en principauté.
Les carabiniers ont donc participé à de nombreux exercices et mis en situation dans les rues de la Principauté. Et si cette formation était axée principalement sur la maniabilité et le protocole, les carabiniers doivent aussi pouvoir faire face aux imprévus. On a simulé en fait que la personne à l'intérieur du convoi avait un malaise, donc un petit changement d'itinéraire imprévu. Donc voilà, et en cours du changement d'itinéraire, on a encore rajouté une difficulté, donc on a changé de destination, c'est-à-dire qu'on était parti au début sur le CHPG, et finalement c'est pas le CHPG, c'était le centre cardio. Donc voilà, c'est pour obliger en fait ceux qui sont en tête du convoi qui ouvrent, en fait à avoir faut qu'ils aient une connaissance vraiment irréprochable de la topographie, ce qui permet justement de pallier ce genre d'événements qui peuvent être inopinés. Et voilà, il faut que ça réagisse vite, tout en sécurité sur la moto. La complexité dans ce métier, surtout dans cette spécialité, c'est surtout pouvoir se faire corps avec la moto. Parce qu'on travaille avec la moto, et la moto c'est notre outil de travail, et on va devoir faire corps à la moto. Le but c'est vraiment d'être à l'aise avec la moto et pouvoir escorter des véhicules sanitaires ou la famille princière. Pour avoir choisi cette spécialité de motocycliste, c'est parce qu'on est tous passionnés par la moto. On travaille vraiment en faisant ce que l'on aime, tout simplement, et du coup c'est que du bonheur. Et si les 8 carabiniers qui ont suivi cette formation ont reçu des mains de leur colonel et en présence de leur instructeur un badge de spécialité, celui des motards, la prochaine échéance qui les attend, le Grand Prix, suivi des lettres de créance. En septembre prochain, ces 8 carabiniers participeront à un stage à Fontainebleau avec la gendarmerie. Suite à la visite du prince souverain à Bagnères-de-Luchon en juin dernier, dans le cadre des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, le prince savant, les guides à cheval rencontrés sur place ont décidé, eux, de faire leur voyage annuel en principauté sans leurs chevaux. Ils ont assisté notamment à un rendez-vous incontournable, la relève de la garde, toujours programmée à 11h55 sur la place du Palais. À l'occasion de la journée mondiale de l'abeille, la Fondation Prince Albert II et la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports ont remis aux élèves d'une classe de CP ce matin des petites graines mellifères, ces plantes qui ont une floraison abondante et dont le nectar et le pollen sont souvent de qualité, histoire aussi de faire prendre conscience aux plus jeunes le rôle primordial des pollinisateurs dans notre écosystème. La Monte Carlo Fashion Week, qui se déroule tout au long de ce week-end en principauté. Hier, les mannequins ont défilé à la collection automobile de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, un événement créé il y a 10 ans et qui se veut éco-responsable. Le reportage d'Émilie Terrasson avec des images de Julien Logier. La Monte Carlo Fashion Week met en avant des créateurs, le Made in Monaco et des marques internationales qui s'inscrivent dans une idéologie écologique. Organisé par la Chambre monégasque de la mode, l'événement permet de faire connaître des marques, souvent nouvelles. Il faut avoir un certain standard qui correspond à l'image véhiculée par la Monte Carlo Fashion Week, à l'image de Monaco, et ainsi avoir un certain standing de qualité, mais avant tout un ADN éco-durable. Parce que la Monte Carlo Fashion Week, parmi toutes les Fashion Week dans le monde, c'est la Fashion Week éco-durable par excellence. Signataire du Pacte national pour la transition énergétique, en plus des designers soigneusement sélectionnés, les sponsors sont également éco-responsables. L'objectif est aussi d'éduquer le monde de la mode à l'écologie et de transmettre ses valeurs. Molto contento di essere qua per la Fashion Week di Monte Carlo, per me è la prima volta, quindi una grande esperienza e sono molto felice di essere qua e di iniziare a aprire questo mondo qui da voi perché considero un posto speciale, soprattutto il Museo dell'Automobile, dove farlo con questi capi che sono una selezione della collezione, quindi sono molto emozionato e molto felice. Demain aura lieu le dernier défilé, puis le Monte Carlo Fashion Award sera remis. Celui-ci récompense les personnalités émergentes dans le domaine de la mode. À découvrir dès ce week-end à l'Espace 22, la toute nouvelle exposition The Woman on Canvas. C'est une série de portraits de tableaux très colorés. Le vernissage a eu lieu mercredi soir. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Christine Datomel. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Samedi, la journée sera généralement nuageuse. Même si une légère brise soufflera, elle ne chassera pas pour autant les nuages, puisque des précipitations sont prévues tout au long de l'après-midi. Les températures, quant à elles, oscilleront entre 13 et 18 degrés. Le soleil se lèvera à 5h58 et se couchera à 20h54. Demain, nous fêterons les Bernardins.
Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour. Et l'ambiance ce soir dans la salle Gaston Médecin avec des supporters à fond derrière la Roca Team pour ce Final Four 2023. Émotion, sensation à distance. Les photos sont signées ce soir Frédéric Nébinger. Pour notre part, on se retrouve demain 19h pour une toute nouvelle édition de votre journal avec une grande page basket bien sûr, résumé du match face à l'Olympiakos, réaction sur place à Kaunas comme ici à Monaco. D'ici là, belle et bonne soirée sur Monaco Info.